Salut à tous et bienvenue pour ce format Mais quoi qu'est-ce numéro 6 qui va porter sur Pacific Rim. Alors Pacific Rim, c'est un film qui est sorti en 2013, réalisé par Guillermo del Toro, et c'est un film de science-fiction qui est, ma foi, plutôt sympathique. Il y a de l'action, il y a du punch avec des robots géants contre des extraterrestres qui viennent non pas d'en haut, mais plutôt d'en bas, enfin l'inverse, vous avez compris. Il y a du fight, on va dire, il y a du suspense, et c'est un film d'action intéressant. Maintenant, il y a peut-être quelques points qui font grincer des dents le scientifique qui réside en nous, et on va voir un petit peu tout ça en détail. Allez, c'est parti. On va le battre ensemble. Le principe du film, ça se passe dans un futur pas trop lointain, et un beau jour, l'humanité est attaquée, parce qu'en fait, il y a des sortes de gros monstres bien plus gros, bien plus balèzes et bien plus badass que les dinosaures, qui viennent en fait non pas du ciel, mais qui débarquent par une faille qui se trouve être dans le Pacifique. Donc ils remontent et ils détruisent à la manière de Godzilla, mais en bien plus badass, les villes qu'ils rencontrent. Alors ils se font zigouiller, et puis tous les temps, il y en a un nouveau, et à un moment donné, l'humanité décide que ça suffit, il faut maintenant avoir des moyens beaucoup plus colossaux, et elle décide de fabriquer des robots géants pour leur faire face. Et là du coup, c'est facile, tous les combats sont gagnés par l'humanité qui voit enfin une solution à son problème. Sauf que ça va pas durer parce qu'en fait, un jour ils vont tomber sur des catégories 4. Oui, parce que jusque-là, c'était les catégories 3, les kaiju, qui sont donc les extraterrestres. Ces kaiju passent en catégorie 4, et là ils dézinguent tous les Jaegers. Les Jaegers qui sont des robots, les robots dont on parle. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu simpliste quand même, c'est les gentils contre les méchants. Et voilà quoi, et avec les méchants qui deviennent plus forts que les gentils, donc il faut que les gentils deviennent plus intelligents que les méchants. Dans ce film, il faut bien se dire qu'il y a un chef, un général, c'est le big boss, il fait donc preuve d'autorité, c'est la figure d'autorité, tout le monde doit lui obéir, y compris les pilotes de Jaeger, qui en fait se foutent, mais alors royalement, de tous ses ordres. Dès les premières minutes du film, c'est un gros what the fuck. Ce n'est pas parce que je garde mon calme que vous pouvez lever le ton. Soldats! Sachez que je ne supporterai aucune insubordination. Il se trouve que le principe de fonctionnement des Jaegers, c'est d'apparier deux cerveaux, parce que la charge mentale nécessaire au pilotage d'un Jaeger n'est pas suffisante pour une personne. Je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas les capacités de répondre à la question, mais c'est un fait donné dans le film. Acceptons-le sur une base... Bon, allez, ok. Ça passe pour moi. Ok. Donc il en faut deux. Du coup, il faut que les personnes soient compatibles. Et c'est là où il y a des problèmes, c'est que tout le monde n'est pas compatible. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, l'un des héros aura besoin de trouver une personne compatible qui sera une héroïne, qui sera ni plus ni moins que la fille adoptive du général qui l'a sauvée par le passé. Enfin bref, on s'en fout, je vais pas tout vous spoiler dans ce film. Ils mettent une sorte de costume, en fait, on voit pas du tout d'électrode, on voit rien du tout. Par contre, on a une sorte de liquide qui aide à interfacer. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'ils ont pas la gueule dans le liquide, c'est clair que c'est une double vitre, ça se voit, quoi. Mais ma foi, il y a les mots-clés qui sont passés, pour le spectateur bête et méchant que l'on est, et voilà quoi. Donc, les deux pilotes de Jaeger sont harnachés dans le Jaeger, ils sont même vissés, plus que vissés, et ils peuvent pas tomber, quoi. Voilà. Donc ils sont positionnés en fait dans la tête sur des sortes de vérins, et en fait ils vont véritablement bouger dans cette tête, ce qui va faire bouger le Jaeger, et en fait ils vont bouger de façon synchrone. On va dire qu'ils sont appariés. qui est très bizarre, parce qu'on prend le cerveau droit de l'un et le cerveau gauche de l'autre, je sais pas trop comment on arrive à faire ça, mais on y arrive, ok.
Je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Tout va changer comme on nous dit dans le film, puisque deux frères vont se battre avec un Jäger et vont perdre. Donc un des deux frères va mourir et l'autre va rester seul, pilotant tant bien que mal son Jäger, le ramenant jusqu'à la côte, en faisant une chute mémorable de presque 100 mètres, qui est sa taille, à peu près une centaine de mètres, un petit peu moins. Mais il meurt pas, le gars, et surtout 10 secondes après il est sorti, alors qu'en fait il a bien été harnaché, etc. Donc il doit y avoir une sorte de, je sais pas, mousse qui s'expand, qui permet de protéger de choc, je ne sais pas, parce que vous tombez de 100 mètres, je peux vous assurer, vous en sortez pas comme le gars en est sorti. C'est la première grosse débilité du film, et qui nous amène à nous questionner sur finalement la taille de ces grosses bêtes là. Est-ce que c'est cohérent tout ça, hein? Le scientifique aime bien la cohérence de sa théorie. Donc le scientifique, on lui donne la taille, 80 mètres, on lui donne la masse, 2000 tonnes à peu près, pour le Jäger. Du coup, quelle est la densité de ce truc-là ? Ça pourrait être de l'acier, donc l'acier c'est 8 fois la densité de l'eau à peu près, pour vous dire. Donc on va regarder la densité de ce truc-là, et on va le calculer tout de suite. C'est parti. Donc le Jäger se prénomme Gypsy Danger. Gypsy Danger fait à peu près 80 mètres et 2000 tonnes. La question qu'on peut se poser, c'est: ces paramètres sont-ils compatibles avec la masse volumique du Jäger ? Un corps humain, il a une masse volumique qui est proche de celle de l'eau. On va faire cette approximation-là. Ça veut dire qu'à peu près 100 kg d'humains font à peu près 100 litres d'eau. 1 litre, je vous rappelle, c'est 0,001 mètre cube. Si bien qu'un corps humain, par une simple règle de 3, fait 0,1 mètre cube. Donc le volume du corps humain, c'est 0,1 mètre cube. Représentons un corps humain de façon simple, alors pas une sphère, un truc un tout petit peu plus évolué, un parallépipède. Un volume qui est donc une hauteur sur un carré, quoi. Donc une hauteur de 2 mètres pour simplifier, avec un carré d'arête A. La formule simple, c'est la hauteur fois la base. La base, c'est l'aire de ce carré, c'est-à-dire A au carré, finalement. Du coup, on en déduit que A doit faire à peu près 0,2 mètres, à peu près. Bon, vous voyez, c'est un peu la taille de votre pied. Le Jäger, lui, fait 80 mètres. On va arrondir à 100 mètres, on n'est pas à 20% près, là. Et puis même, on va dire que, comme il a une corpulence humaine, c'est un beau parallépipède, lui aussi. Du coup, si on compare humain et Jäger, eh bien, les deux ont la même forme. C'est simplement qu'il y a une homothétie entre les deux. La hauteur du Jäger fait 50 fois la hauteur de l'être humain. De même que l'arête du carré constituant la base de ce parallépipède, 50. Si bien que le volume du Jäger fait 50 fois 50 fois 50 fois le volume humain, c'est-à-dire 50 à la puissance 3, ce qui représente la bagatelle de 125 000 volumes d'humains. C'est un volume assez important. Si on rappelle que la masse du Jäger c'est 2000 tonnes, 2000 tonnes c'est 2000 fois 1000 kg, donc ça fait 2 millions de kilogrammes à peu près. La masse d'un humain on va arrondir à 100 kg, à peu près. Donc la masse d'un Jäger fait à peu près 20 000 fois la masse d'un humain. Si maintenant je rapproche la masse du Jäger du volume du Jäger, que je divise ces deux quantités, je vais obtenir la masse volumique du Jäger, et on tombe sur ce chiffre qui est de 0,16. Donc la masse volumique du Jäger, c'est un peu moins de 20% de la masse volumique d'un humain. Je vous rappelle l'hypothèse principale que l'on a faite au départ. Maintenant, si on suppose qu'en fait le Jäger est fait d'acier, à peu près 8 fois la densité de l'eau. Donc ça veut dire finalement qu'un Jäger, c'est 50 fois moins dense que de l'acier. Et c'est là où ça pose quand même un problème, c'est que ça fait beaucoup. Donc le Jäger, c'est un peu du carton-pâte, finalement, là. Voilà. Bon, alors que ça a marché pendant des années, le système Jäger, une défaite, et alors là, les politiques, ils disent, non, écoutez, maintenant on a mieux. On va construire un mur pour nous protéger de la menace, et on va vous financer pendant quelques mois les Jäger, et après, votre truc ça tombe à l'eau, c'est de la merde, allez au revoir quoi. Mais merci quand même, on se rappellera de vos bons et loyaux services dans le futur. Mais allons sur le mur. Outre le fait que y a d'autres séries où ils ont fait des murs, mais que des dragons ont dégommé ces murs, et je ne dirais pas qu'il s'agit de Game of Thrones pour ne pas spoiler. Bon, non, mais c'est n'importe quoi, ça. Faut continuer clairement à investir. Faut peut-être fabriquer des plus gros Jäger.
Je sais pas, non, mais faire un mur, non, quoi. On dirait Trump. Il y a un autre gros point noir dans ce film, c'est la vision que l'on donne de la recherche scientifique. Parce qu'en fait, là, le laboratoire de recherche, c'est 2 chercheurs. S'il vous plaît. Bucket, voici notre équipe de recherche. Dr Gottlieb et Dr Geiser. Ah non, appelez-moi Newt. Y a que ma mère qui m'appelle docteur. Herman, ce sont de vraies personnes, viens leur dire bonjour. Je t'ai déjà demandé spécifiquement de ne pas m'appeler par mon prénom. Ah oui, Je suis ah un oui, mais attends, docteur j'oublie. avec plus de 10 ans d'expérience, Qui ont l'air d'être 2 puceaux, en gros, qui sont 2 caractériels complètement débiles, bon, qui, au passage, eux aussi, ils obéissent à aucun ordre. Bon, ça, c'est plus normal, je dirais, mais encore, non, quoi, parce qu'à un moment donné, on va lui dire, tu te connectes pas au cerveau de la grosse bête parce que tu vas mourir. Et le gars, il le fait, quoi, mais il sait pas si ça va marcher ou pas, il se dit, oh, allez, tiens, oh, ça marche, et du coup, on a une info, et attention, il faut pas que la bombe, vous la jetiez dans la faille qui permet de passer de notre monde au monde des méchants, parce que sinon, ça passera pas. Il faut que vous ameniez le kaiju avec vous, parce qu'il y a un code génétique qui est reconnu dans le truc spatio-temporel, je sais pas quoi, bon... Je rentre pas dans le détail, mais voilà, la vision que l'on a des scientifiques après avoir vu ce film, non, je suis désolé, moi c'est pas possible. On dirait que c'est des gros blaireaux qui en fait ils connaissent rien et qui sont juste de gros blaireaux, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout pour des projets de cette envergure-là, il y a dû en avoir des teams là derrière qui ont bossé là-dessus. Pourquoi il reste que 2 blaireaux? Au début, on comptait 24 semaines entre les attaques, puis 12, puis 6, puis seulement 2 semaines. Avant la dernière, à Sydney, 1 semaine. Dans 4 jours, on pourrait voir une attaque toutes les 8 heures et très prochainement toutes les 4 minutes. Je prédis qu'on verra 2 attaques simultanées d'ici à peine 7 jours. Le gars, il a plein de tableaux noirs face à lui, il y a plein d'équations, il monte avec des échelles, il écrit plein de choses, et puis il doit faire une démonstration à 2 militaires, d'accord, qui sont des décideurs, mais qui connaissent pas forcément le détail de ces trucs-là. Donc il faut peut-être leur vulgariser, le rendre accessible. Donc le gars, il utilise même pas ses supports, rien du tout, mais en gros il dit juste, regardez là, vous voyez tout ce qu'il y a là, vous êtes pas capable de le comprendre, mais faites-moi confiance, il y en a 2 qui vont arriver tous les temps de temps. Voilà, je vous donne l'occurrence, je vous donne tout ça, cadeau, mais je vous explique pas ma théorie. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais pas calculer la puissance qu'il va falloir pour pouvoir arriver à faire ça. À mon avis, ça doit être proche de l'arme nucléaire ou quelque chose comme ça, je veux dire, pour arriver à produire ça, mais bon, soit, ils mangent peut-être plus que des céréales, hein, ces kaiju. Mais c'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'à un moment donné... C'est que tous les Jaegers sont numériques. Non, pas tous. Gypsy est analogique. Nucléaire. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit analogique ou numérique? Il y en avait un s'il était mécanique et l'autre électromécanique, il y en aurait un qui aurait que du mécanique, donc pas sensible au rayonnement électromagnétique, alors que l'autre est sensible. Dans ce cas-là, oui, mais analogique et numérique, ça n'a rien à voir avec ça. Oh bon sang, je vais pas vous amener Shannon pour qu'il vous explique la différence entre les deux. Nouvelle mutation d'un des gros kaiju, eh bien il y a des ailes qui lui poussent comme ça. Très bien. Il peut avoir ces ailes-là. Comment croyez-vous que ce soit possible qu'un volatile puisse arriver si haut dans l'atmosphère en déplaçant 5000 tonnes? C'est juste pas possible. Imaginez un petit peu l'énergie qu'il faudrait. Et on utilise des fusées pour faire ça, et c'est pas 5000 tonnes qu'on met. D'accord, donc voilà. Et là, en utilisant la portance de l'air, ça... on n'y arrive pas, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Je vais pas passer du temps à calculer ça. C'est irréaliste. Ce qui devait arriver arriva. Le robot arrive quand même à se dégager de son prédateur en le tuant. Donc, il tombe d'un côté, lui il tombe de l'autre. Alors, à la manière d'un parachutiste, avant qu'il ouvre son parachute, il essaye de se stabiliser pour maximiser les forces de frottement, pour diminuer la vitesse limite. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de parachute. Hein. Donc à un moment donné, il a bien une rétrofusée, donc il va ralentir sa chute. Mais quand il chute, il fait presque un cratère. Enfin, il fait un gros boom, quoi. Donc on le voit dans toute la ville, ça fait une onde de choc. Mais après ça, les 2 pilotes de Jaeger, voilà, ils sont pas morts. C'est juste pas possible, ça. Ok, on peut amortir la chute éventuellement sur des vérins, etc. Peut-être. Mais là, il vient quand même de faire un saut en chute libre depuis presque l'espace. Waouh! Voilà. Enfin,
Ah, ça fait mal quoi. Eh bien c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser bleu, tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux sont mes amis, donc allez-y, partagez massivement. Si ça vous a pas plu, vous pouvez envoyer à vos pires ennemis, comme ça vous allez leur gâcher leur soirée. Et il ne me reste plus qu'à vous encourager à rester critique.